Bonjour et bienvenue sur Mediapart pour parler aujourd'hui avec nos deux invités de Thomas Sankara. Alors Thomas Sankara, qui a dirigé le Burkina Faso entre 1983 et 1987, est aujourd'hui devenu une icône africaine, mais aussi mondiale, un de ces héros du XXe siècle en Afrique, à l'instar de Nelson Mandela. Pourquoi? Voilà, c'est un peu l'objet de la discussion que nous allons avoir, puisqu'aujourd'hui, Thomas Sankara est considéré comme un anti-impérialiste, un écologiste, un féministe, un égalitariste, un militant anticorruption avant l'heure. Il a beaucoup travaillé les symboles quand il était au pouvoir, il se rendait au Conseil des ministres en R5, il était vêtu avec des vêtements fabriqués dans le coton local, et comme beaucoup de grands héros, il a été assassiné le 15 octobre 1987. C'est un assassinat qui reste aujourd'hui encore mystérieux puisqu'il y a beaucoup de soupçons, notamment sur son successeur Blaise Compaoré, mais rien n'a été jamais prouvé. Il y a des enquêtes en cours, il y a du secret défense qui empêche un certain nombre d'enquêtes. Pas la peine d'en présenter beaucoup trop sur Sankara, nos invités vont s'en charger. Alors nous avons Hamzat Boukari Yabara, qui est juriste mais surtout historien, spécialiste du panafricanisme, qui a écrit il y a quelques années le livre Africa Unite. Ça, c'est la version poche. Merci Hamzat, vous êtes déjà venu à Mediapart, on vous reçoit de nouveau avec plaisir. Bonjour Thomas, merci. Et Bruno Jaffré, qui est spécialiste du Burkina Faso, blogueur à Mediapart et surtout un des rares historiens francophones d'un biographe de Thomas Sankara. Bonjour Bruno. Bonjour. Et vous avez publié récemment aux éditions Sileps Thomas Sankara, La liberté contre le destin, qui est un recueil en fait contextualisé des discours de Thomas Sankara, car le verbe de Thomas Sankara est quelque chose qui a porté au-delà des frontières de la Haute-Volta qu'il a transformé en Burkina Faso, et c'est ce qui a aussi contribué à en faire une icône. Donc on va commencer tous les deux avec une question d'apparence simple, mais voilà, je pense qu'elle est un peu plus complexe que ça. Quel est aujourd'hui l'héritage de Thomas Sankara et pourquoi et comment est-il devenu cette icône? On va dire que c'est un homme, une vision et une méthode, pour être assez concis. Et c'est le dernier grand révolutionnaire africain. Il est arrivé dans une période de transition. Et il est arrivé dans une période où le marxisme en Afrique était extrêmement vivant, c'est-à-dire que dans une période où beaucoup de dirigeants étudiants africains qui avaient fait leurs écoles politiques dans la Fédération des étudiants Afrique noire en France, dans lequel ils baignaient beaucoup dans le marxisme, rentraient dans leur pays et ont développé, au moins au milieu de cette couche de petite bourgeoisie, ces idées marxistes. Mais en même temps, Sankara n'est pas du tout un marxiste dogmatique. Il a cette vision du monde, ce qu'il appelle l'impérialisme, empreint de marxisme, mais effectivement dans la façon de diriger son pays, sans mettre de côté le marxisme, c'est là où je vais dire c'est un homme, une vision et une méthode. Un homme, c'est d'abord quelqu'un qui sait se mettre en exemple. Bon, c'est des choses qui sont connues. Il vit presque comme un ascète, il dépense rien, il a réduit considérablement, pas son niveau de vie, il était toujours assez faible, mais de l'État, etc. Donc il se mettrait en exemple, non seulement pour sa façon de vivre, je suis dirigeant d'un pays pauvre, je ne dois pas dépenser de l'argent inutilement, mais deuxièmement, je dois travailler énormément. Je suis un dirigeant révolutionnaire, mon exemple c'est de montrer à tout le monde que je travaille et j'ai beaucoup d'idées. Donc une vision, c'est ça. J'ai beaucoup d'idées qui fusent dans ma tête. J'échange avec mes camarades, j'échange les idées, je me confronte avec des opinions différentes, je me forge. Certains sont retirés parce qu'elles ne sont pas opérationnelles. On a lancé des réformes qui n'ont pas été. Et surtout beaucoup de discussions. Et la méthode, c'est... Alors j'ai dit c'est un homme, il faut dire... il a beaucoup de qualités humaines que, évidemment, les témoignages rapportent qui participe de la construction de cet homme. Et après, la méthode, c'est je suis dirigeant d'un pays pauvre, je veux être indépendant par rapport aux contraintes internationales qu'on est, c'est-à-dire par rapport aux bailleurs de fonds qui commencent à venir faire les plans d'ajustement structurel, mais je veux que ça soit dans notre pays qu'on décide l'avenir politique du pays. Donc, je suis indépendant, ça veut dire, si je refuse l'aide conditionnelle du Fonds monétaire, je dois mettre
mon pays au travail. Et donc il a une méthode, c'est que je dirais extrêmement pédagogique, outre le fait de se mettre en exemple. Il commence par demander aux gens de se réunir dans le pays pour mettre en œuvre, ce qu'il a appelé le plan populaire de développement. Les gens sont invités à se réunir, à se dire quels sont mes besoins, à faire l'inventaire de leurs besoins, mais surtout tout de suite à dire, ça c'était les consignes, vous commencez d'abord par vous dire ce que vous pouvez faire vous-même. Et il y a plein de choses qu'on peut faire soi-même. Construire un terrain de football dans un village, les gens ont des outils pour égaliser le terrain, etc. Ou alors construire des petites retenues d'eau qui permettent finalement de régénérer la terre et reverdir le sol. Et pourquoi il est aussi emblématique aujourd'hui, c'est qu'il va à la rencontre de cette jeunesse africaine extrêmement nombreuse. Au Burkina Faso, vous avez 65% de la population qui a moins de 25 ans. Et c'est une jeunesse, en fait, extrêmement curieuse, extrêmement engagée, extrêmement dynamique, qui est à la recherche d'un modèle, qui est à la recherche d'un rêve, finalement, qui est construire l'Afrique de demain. C'est à l'ordre du jour en Afrique. Il y a des quantités de mouvements sociaux dans les pays d'Afrique. Et il va à la rencontre de cette période, aujourd'hui, 30 ans après. Ça reste ce qu'il faut terminer en disant que Sankara, c'est aussi une réussite. Alors, on parlera de son assassinat à la fin, mais en fait, les statistiques économiques montrent qu'au bout du compte, le résultat est là, le pays s'est beaucoup développé, on n'était pas loin de l'autosuffisance alimentaire, etc. Et tout vraiment, on était dans une dynamique de développement avec des problèmes politiques sur lesquels on reviendra peut-être, mais voilà un peu l'explication de, je pense, l'actualité de Thomas Sankara aujourd'hui. Hamzat Boukari Yabara, est-ce que c'est aussi le contraste avec les autres dirigeants africains dans les années 70 et 80 qui fait que Thomas Sankara dénote de tout point de vue? Oui, je suis plus nuancé sur l'approche marxiste. Je crois que ce que Sankara a surtout apporté, c'est la doctrine de la responsabilité. Apprendre aux Africains à être responsables de leur destin, à être maîtres de leur destin, et donc se donner les moyens de cette prise de responsabilité. Cela tranche bien évidemment avec les autres dirigeants de l'époque qui, pour la plupart, étaient déjà en place ou déjà dans le circuit au moment des indépendances. Donc il y a une rupture générationnelle. C'est à l'époque le président le plus jeune, je crois, du monde, lorsqu'il arrive au pouvoir à 34 ans. Et d'autre part, c'est un président qui veut sortir de la realpolitik, qui estime qu'il faut dire les choses avec franchise, qu'il ne faut plus se réfugier derrière des contorsions diplomatiques. Et donc, il faut tout simplement rebattre les cartes. Donc, il va le faire d'une part dans la sous-région ouest africaine, qui est un nid france-africain, où il est entouré de chefs d'État autoritaires, dictatoriaux et bien souvent imposés et maintenus par la France. Donc, lui, il va rompre avec ce système de France-Afrique en refusant de répondre aux convocations des sommets organisés par l'Élysée. Il va également estimer qu'il est nécessaire que le Burkina sorte de la dépendance à l'aide au développement, qui en fait ne fait que paupériser et rendre dépendante la population, donc mettre la population au travail en choisissant son propre programme d'austérité. Et puis aussi, je crois avoir un discours de politique étrangère, de politique internationale qui est extrêmement intéressant à une époque où généralement la diplomatie, et même encore aujourd'hui, des pays africains est alignée sur celle du Quai d'Orsay. Donc il va prendre des libertés à la tribune des Nations Unies. Ce sera donc son discours du 4 octobre 1984, où il appellera donc un certain nombre de peuples en lutte contre l'impérialisme à s'unir et à se fédérer. Il va également prendre position sur les classes sociales les plus défavorisées et marginalisées, notamment la jeunesse, les femmes, les travailleurs, dans un ton réellement, je pense, stimulant et enthousiasmant. Donc il y a effectivement cette force du verbe, cette rhétorique, et aussi ce rapport, je dirais, à l'autorité. Sankara était quand même un militaire de formation qui a évolué dans un contexte très trouble. L'histoire du Burkina Faso dans les années 70-80 est assez complexe. Il y a beaucoup de luttes politiques, beaucoup de factions en interne. Et cette question de l'autorité, c'est aussi un point, je pense, qui est assez intéressant par rapport aux autres chefs d'État qui ont été capables eh bien de trancher dans le vif, de déclencher des massacres d'opposants. Thomas Sankara n'apparaît pas comme un chef d'État dont les mains seraient tachées de sang. Et ça aussi, ça dénote de beaucoup d'autres chefs d'État de la sous-région, notamment ceux qui ont contribué à son assassinat. Donc il y a effectivement une rupture entre ce que représente Sankara et d'autres chefs d'État de la sous-région. Mais néanmoins, dans l'histoire
contemporaine de l'Afrique, on a vu quelques autres dirigeants qui ont tenté aussi des réformes sociales, progressistes, et qui ont aussi été éliminés par la suite. Bruno Giaffré, vous disiez que c'était le dernier révolutionnaire africain. Et effectivement, au moment des indépendances, on avait vu des dirigeants brillants, avec beaucoup d'idées, beaucoup de talent, beaucoup d'enthousiasme, comme Kwame Nkrumah, comme Sékou Touré, comme Patrice Lumumba, dont tous plus ou moins se sont fait couper les ailes. Puis, une vingtaine d'années plus tard, Thomas Sankara. Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun chef d'État africain qui a cherché à copier Sankara ou au moins s'engager dans le même sillon que lui, dont vous parliez, à la fois indépendance avec la France-Afrique, autonomie, autosuffisance, voilà. Je ne sais pas quel d'entre vous deux veut se lancer dedans. Pourquoi aucun chef d'État n'a tenté de le copier? Je pense que son assassinat, déjà, qui a été soutenu par la plupart des autres chefs d'État qui étaient liés à la France, a été applaudi à Abidjan et dans quelques autres capitales. Sankara gênait énormément ses pairs parce qu'il leur montrait qu'il était possible de s'émanciper de cette dépendance. Et d'autre part, je crois qu'il faut aussi souligner le choc qu'a pu représenter son assassinat sur une certaine classe politique, une jeunesse politique africaine, qui est très important. Enfin, le mécanisme qui va apparaître, Bruno en a un petit peu parlé auparavant, on est à la fin des années 80 où on a des reconversions politiques. On va sortir de ce système de parti unique, d'État un peu autoritaire, pour aller vers un soi-disant multipartisme. Et dans cette ouverture démocratique, eh bien, les enjeux de pouvoir, je pense, vont être rebattus. Et beaucoup de dirigeants africains vont se parer du drapeau de la démocratie pour, je dirais, refonder les vieux régimes, faire du neuf avec du vieux. Et dans tout ce qui est lié donc, à cette Afrique post-discours de la Baule, eh bien, on va plus rentrer dans des profils de chefs d'État gestionnaires, de chefs d'État qui appliquent les directives donc, du FMI et de la Banque mondiale, qui ne prennent pas d'initiative et donc qui refusent de manière obstinée la possibilité de mener une politique différente. On a aussi un contexte international qui change. Celui dans lequel Sankara a évolué était beaucoup plus, je dirais, propice à des prises de position alternatives. Et enfin, on a, dans cette fin des années 80, la fin donc, des dernières grandes guerres de libération dites progressistes, notamment en Afrique australe, et des pays dans lesquels on aurait pu voir des régimes suivre un peu la lignée de Sankara ne l'ont pas forcément fait. Je pense notamment à l'Afrique du Sud de Mandela, qui va adopter une posture beaucoup plus néolibérale et qui va un peu abandonner cette idée de la lutte contre le capitalisme. Le Zimbabwe de Robert Mugabe va être aussi confronté à pas mal de soucis, alors que ce pays aurait pu justement porter quelque chose de totalement différent et d'émancipateur à l'échelle continentale. Donc on a vraiment une mise en veilleuse de ces possibilités de politique alternative. Et enfin, donc, dans les derniers exemples qu'on a pu voir, donc on cite souvent Kadhafi. Le cas de Kadhafi aussi est assez intéressant puisque lui aussi a une longue histoire politique et sur la fin, on le voit effectivement embrasser un projet panafricain, mais qui reste discutable en interne, mais très intéressant en termes de politique continentale vis-à-vis du reste du monde. Donc cette capacité en fait à jouer sur la scène internationale, très peu de dirigeants africains ont été capables de l'avoir. Il y a eu Mandela, il y a eu Kadhafi, il y a eu un moment Obasanjo et Bouteflika, donc tout ce qui était autour de la réforme donc, de l'Union africaine, mais aucun en fait ne l'a fait dans le sens d'émanciper l'Afrique de l'ordre international qui lui était fondamentalement hostile. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, juste, il faudrait rajouter qu'il a eu une stratégie. Alors, il faudrait d'abord dire qu'il y a beaucoup de dirigeants africains qui croupissent en prison et donc qui n'ont pas la possibilité d'exprimer et de s'organiser comme il faudrait. Et on les met assez vite en prison. Et deuxièmement, je pense qu'il y a une stratégie et le fait qu'il soit militaire est fondamental dans la réussite de son projet. C'est-à-dire qu'il a réussi parce qu'il était à la jonction entre une armée qui se cherchait, on va dire, dans lequel il a commencé par faire un travail clandestin ou semi-clandestin de rassemblement de militaires progressistes, et au contact avec tous ces jeunes révolutionnaires marxistes qui rentraient, etc. Il a fait ce lien, il a une stratégie sur le long terme, c'est-à-dire qu'il a construit, pas tout seul, hein, en lien avec tous ces gens-là, il a construit une stratégie, par exemple, il pouvait faire un coup d'État, il aurait pu prendre le pouvoir
pouvoir un petit peu avant, mais il a considéré que c'était pas le moment. Et donc il s'est passé, bon, on ne va pas entrer dans les détails, en plus, il y a le fait qu'on tue beaucoup en Afrique, et on continue, ou même souvent dans le silence, hein, donc des gens qui sont probablement des gens de très grande qualité, et il y a le fait qu'ils soient militaires, qui est une originalité, et effectivement on ne voit pas il y a peut-être des militaires progressistes aujourd'hui en Afrique, certainement j'imagine, mais ils n'ont peut-être pas le même charisme, cette capacité, parce que moi j'ai discuté avec des gens qui étaient avec lui au moment de la création de la préparation de l'insurrection. Il disait que il expliquait ça presque comme une question de génération. Il avait un tel charisme, les gens se parlaient entre eux, parfois sans forcément, il y avait un noyau très politisé, mais il y avait vraiment quelque chose de générationnel. L'image de Sankara que tout le monde connaissait parce qu'il avait fait, on peut imaginer du syndicalisme au sein de l'armée, hein. Il avait exigé des façons de faire. Voilà un petit peu aussi ce qui tranche à l'époque. Et peut-être, alors, ce qui a permis cette éclosion, c'est le fait que le Burkina, la Haute-Volta, soit un pays très pauvre, qu'on considérait simplement comme une main-d'œuvre à destination de la Côte d'Ivoire, fait peut-être qu'on a sous-estimé l'émergence de ce mouvement qui est né au Burkina Faso, en Haute-Volta, et qui a finalement émergé de façon extrêmement importante, avec beaucoup de qualités, hein, des dirigeants. C'était quelqu'un qui a énormément de qualités, il en avait d'autres autour de lui, et il y avait une petite classe sociale d'intellectuels en fait, qui ont pris les rênes du pouvoir, avec un certain nombre de militaires qui étaient politisés, il faut me dire, qui a fait un peu ces événements, en fait. Voilà, je pense qu'il n'y a pas, effectivement, il n'y a pas de génération spontanée. C'est-à-dire que même aujourd'hui, on a des Sankara dans des pays comme le Nigeria, en Égypte, etc. Il y en a un peu partout, mais qui ne sont pas forcément dans les conditions, effectivement, qui leur permettraient d'accéder au pouvoir. Parce que la question du pouvoir en Afrique, de la prise du pouvoir, elle est de plus en plus complexe et passe aujourd'hui par des canaux, on va dire, différents. Les coups d'État progressistes, comme on a pu en voir au Burkina Faso avec Sankara, ou même au Ghana avec Jerry Rawlings, qui va être obligé d'adopter une autre politique par la suite, sont de plus en plus difficiles à voir advenir aujourd'hui. Ensuite, je crois qu'il faut aussi souligner tout le travail historiographique qui a été fait autour de Sankara. C'est-à-dire qu'on a aussi des méthodes, je pense, dont il faut tenir compte, qui permettent aujourd'hui de voir comment on pourrait relancer ce processus révolutionnaire. Sankara a beaucoup écrit, Sankara a beaucoup pris la parole, Sankara a fait de l'éducation, de la pédagogie. Donc c'est à partir de tout ce travail-là, je pense qu'on peut voir émerger ici ou là des mouvements, des collectifs, des individus qui peuvent d'une certaine manière relancer ce travail-là. Néanmoins, les conditions globales sont aujourd'hui très différentes de celles des années 80, mais il y a un travail, à mon sens, qui reste possible. Le terrain est toujours là, reste maintenant à voir comment les éléments plantés au moment de cette époque vont aujourd'hui germer. Et justement, Sankara n'a jamais été oublié, mais il y a quand même toute une période pendant 10-15 ans après sa mort où voilà, on ne voulait quand même pas trop faire référence à lui. Et aujourd'hui, il semble qu'il y a une nouvelle génération de jeunes dans différents pays d'Afrique qui se réclament de lui. Alors, je pense effectivement les gens qui animent le coup de balai au Burkina, mais aussi il y en a marre. Les jeunes qui se battent en RDC contre Kabila. Il est devenu, voilà, c'est un peu l'emblème dont on s'est emparé, comme dans d'autres endroits, on a souvent dit Che Guevara africain, qui est évidemment un raccourci, mais néanmoins, la figure, ce qu'il a fait, ce qu'il a apporté, est-ce que ces jeunes-là sont l'héritier aujourd'hui de Sankara ? Moi, je dirais oui, parce qu'ils s'en inspirent, ils tentent de se le réapproprier, ils tentent de le remettre en pratique, donc ils sont bien évidemment des héritiers. Je crois qu'il y a énormément d'héritiers de Sankara, et c'est sa dimension première, panafricaniste, qui fait qu'il dépasse aujourd'hui les frontières du Burkina Faso. D'autre part, les discours qu'il tenait, les prises de position qu'il avait il y a 30 ans sont visionnaires dans le sens où, dans les 20 années qui viennent, elles seront toujours d'actualité. La problématique de la jeunesse, de l'éducation, de l'environnement, de l'émancipation des femmes, de l'ordre international, de l'ordre économique, du franc CFA, de la francophonie, tout ce qu'il évoquait déjà dans les années 80 sont encore d'actualité. Donc il y avait une vision qui est toujours porteuse et qui, à mon sens, bénéficie ou plutôt souffre du fait qu'il n'y a pas d'investissement politique. Aujourd'hui, je ne vois pas un parti politique à l'échelle africaine se revendiquer réellement de la politique de Sankara. Je ne vois pas non plus de dirigeants ou même d'aspirants dirigeants en mesure réellement de porter ce type de politique révolutionnaire. Donc là aussi, il faut interroger l'ordre social dans lequel nous évoluons et distinguer les personnes qui s'inspirent de Sankara et la finalité de cette inspiration. Est-ce qu'il s'agit de mettre en place
des révolutions qui ramènent, on va dire, un ordre classique, ou est-ce qu'il s'agit réellement de renverser totalement le système? Donc, où se situe le curseur de la révolution aujourd'hui? Et ça, je crois qu'on ne peut le comprendre que si on comprend que Sankara, dans les 30 ans qui nous séparent de sa disparition, a été très largement vidé de son sens révolutionnaire. Tout ce qu'il évoquait en termes de développement, en termes de progrès, a été repris et totalement édulcoré par les agences onusiennes, donc l'émancipation des femmes, l'accès à la santé, l'éducation, etc. Tout a été repris également par les programmes d'ajustement structurel qui ont imposé une autorité contre nature à celle qu'avait mis en place Sankara pour développer son pays, avec des résultats bien moins porteurs que ceux qu'avait obtenu Sankara. Donc on a un peu l'impression que l'histoire, aujourd'hui, se mord la queue, donc il faut, je pense, la remettre dans le bon sens. Et les jeunes dont vous parlez, les mouvements dont vous parlez, moi-même, dans les structures que j'anime, sommes convaincus que ce qu'a porté Sankara est en mesure d'être réalisé dans les années qui viennent. C'est par hasard, d'ailleurs, Sankara est toujours présenté comme un révolutionnaire. La fois où il avait lui-même remonté les bretelles à François Mitterrand, la seule réponse de François Mitterrand était de dire « mais il va un peu trop loin ». Est-ce que c'est ça, justement, ce un peu trop loin, qui fait qu'il a brusqué les autres chefs d'État africains à ce moment-là, qu'il a été assassiné, et qu'aujourd'hui, voilà, en fait, ces idées sont toujours d'actualité. Alors, je vais juste dire quelque chose sur le moment précédent, c'est que tous ces mouvements sont des mouvements citoyens. Ce n'est pas des mouvements qui s'organisent pour prendre le pouvoir. Alors, ça fait partie de l'actualité, etc. C'est une nécessité, effectivement, de contrôler ces hommes politiques, mais ça montre les limites tout de suite. Sankara, dès son éveil politique, la question c'était de prendre le pouvoir, c'était pas de le surveiller. Donc là, il y a une vraie question. Et les partis politiques sont dans le système, en fait. Et c'est pour ça que les jeunes, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ils sont vus comme étant partie inhérente du système. On voit bien les oppositions, les ralliements permanents qu'il y a. Donc voilà. Et donc, c'est ça l'objectif, c'est qu'il y ait vraiment des mouvements politiques et que ces organisations qui sont finalement toutes jeunes finissent par, de leurs membres, émergent des dirigeants et des organisations politiques, peut-être d'une nouvelle forme, mais de vraies organisations politiques dont l'objectif c'est vraiment de changer l'Afrique et non pas de surveiller les dirigeants. Alors, bon, d'abord, j'invite les gens à lire l'échange complet entre Sankara et Mitterrand. C'est beaucoup plus long et compliqué. Voilà, non, c'est surtout qu'on ne voit que les 3 ou 4 minutes où Sankara dit qu'il a taché le sang des Africains, etc. Donc, la réponse de Mitterrand est assez circonstanciée et assez intéressante. Mais cela dit, bon, c'est vrai que des gens présentent cet échange comme étant la déclaration de guerre de la France envers... bon, je suis moins sûr de ça. Maintenant, c'est possible. Voilà, maintenant, il y a d'autres éléments qui ont fait que Sankara était dangereux. Il était... La réussite de son projet était en soi-même une déstabilisation des autres pays. Il dérangeait, à tel point que les dirigeants africains ne voulaient plus qu'ils viennent, quand ils venaient les voir, que ça soit dans les capitales, pour éviter les manifestations de population, etc. Donc il était en soi dangereux. Et évidemment, dans la mesure où, comme l'a dit Hamzat, il disait la vérité, ce qui est très rare et qui reste très rare aujourd'hui, il prend un dirigeant français, il lui dit ce qu'il pense sans prendre de gants, et ça n'existe plus, mais ça en tout cas c'est extrêmement dangereux parce que ça fait des émules. Finalement, on peut lutter contre la colonie française, contre la France, pardon, contre l'ancienne colonie. On peut développer une politique sans tenir compte on est obligé d'en tenir compte, mais sans se plier à ce qu'ils demandent. Et finalement, on peut y arriver si justement on a une bonne méthode qui consiste à être pédagogique, à montrer, à donner de lui-même, etc., avoir une conviction. Et bon, il faut souligner la capacité de création d'idées de Sankara, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait des idées en permanence et qui voulait tout de suite les voir si ça marchait. Donc il y a tout ça. Et donc il était dangereux. Il a demandé l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est une vraie déclaration de guerre. Il le faisait aussi pour les Comores. Il y a eu d'autres exemples qui ne me reviennent plus. Mais bon, il a fait des choses... il s'est allié avec Cuba de façon très nette. Alors ça c'était pas très médiatisé à l'époque, mais ça, c'est presque la vraie déclaration de guerre. On s'allie avec le dirigeant communiste, le seul qui résiste à l'impérialisme finalement. Donc là, et effectivement, bon, Cuba était pauvre, il y avait la guerre en Afrique, il y avait la guerre sur la ligne de front, donc Cuba a fait ce qu'il a pu, ils ont fait pas mal, mais effectivement, ça c'est une vraie déclaration de guerre. Et aujourd'hui, effectivement, bon, il est intéressant de voir que les enquêtes commencent.
d'abord les vraies enquêtes de la justice, et il faut souligner le travail du juge qui n'a pas hésité, du juge burkinabé, hein, qui a été nommé après l'insurrection, qui n'a pas hésité à s'adresser à la France en disant il faut poursuivre l'enquête en France, ouvrez le secret défense, ouvrez les documents secret défense, et nommer un juge français pour poursuivre l'enquête. Donc il y a ce travail, et puis on voit que les journalistes finalement font leur... Parce que en fait il faut que les deux se mènent de front. Le travail et se nourrissent. Le travail d'un juge n'a rien à voir avec le travail d'un journaliste. Le juge ne peut pas avancer des choses dont il n'a pas la preuve. Le journaliste peut ouvrir des pistes et susciter par exemple des gens à interroger dont le juge n'a... Et donc c'est produit avant le 15 octobre. C'est la première fois qu'on voit autant de journalistes, avec des réussites et des échecs, autant de journalistes qui se mettent à enquêter. Et c'est d'un apport extrêmement important dans les enquêtes de Radio France Internationale. Il y a des gens qui n'avaient jamais parlé. Il y a des insuffisances, je ne sais pas si je vais le dire, mais par exemple, il y a des insuffisances dans la mesure où ils continuent à se mettre au milieu des deux thèses, celle qui dit que Sankara voulait préparer l'assassinat de Blaise Compaoré et que lui s'est défendu, et l'autre qui dit que non, c'était l'inverse. Il se présente comme étant au milieu, en oubliant un document extrêmement important, je le dis ici, c'est le discours qu'on a retrouvé du 15 octobre, où on a carrément la preuve que Sankara ne complétait absolument pas contre Blaise Compaoré. Bon, il y a des choses comme ça. Sur la Côte d'Ivoire, je trouve que l'enquête est très insuffisante sur la Côte d'Ivoire. Sur la Côte d'Ivoire, il y a des noms qui ont circulé, comme, je ne me rappelle plus comment s'appelait l'ancien administrateur colonial, qui était un conseiller de Houphouët-Boigny, je pense qu'il s'appelle Oualian, quelque chose comme ça, je ne sais pas si tu te rappelles son nom. Il n'est pas interrogé. Il y a un gars comme Bernard Doza qui a écrit, qui a dit que Houphouët-Boigny a donné 500 millions, je ne sais pas si c'est 500 millions de francs CFA ou plus. Il n'y a pas de questions sur ces questions-là. Donc on a, sur la Côte d'Ivoire, on a un travail on n'a que des témoignages des proches d'Houphouët-Boigny qui n'étaient pas forcément au courant de ce qui s'est passé. Alors, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Juste pour remettre un peu de contexte, donc, Thomas Sankara est assassiné avec 12 de ses compagnons le 15 octobre 1987. Il y a 5 compagnons et les autres c'est des soldats. Voilà, des soldats assassiné. Il est enterré à la va-vite avec un rapport d'autopsie qui dit qu'il est décédé de mort naturelle. Et puis son ami d'enfance, son compagnon qui l'a accompagné aussi durant la Révolution, Blaise Compaoré, s'installe au pouvoir. Et là, on n'en saura jamais plus, finalement, pendant 25-30 ans, sur la mort de Sankara. Blaise Compaoré finit, lui, par être écarté donc, en octobre 2014 par la rue, finalement, par des manifestants burkinabés. Et c'est à ce moment-là, l'enquête dont vous venez de parler est rouverte. Est-ce qu'il y a un enjeu aujourd'hui à savoir qui a tué Blaise Compaoré? Évidemment. Oui, il y a bien évidemment qui a tué Thomas Sankara. Oui, qui a tué Thomas Sankara. Très important. Donc Blaise Compaoré est en exil en Côte d'Ivoire. Il est bien vivant. Oui, il y a bien évidemment un enjeu, déjà du point de vue de la justice. En fait, on a beaucoup trop d'impunité, beaucoup trop de présidents africains assassinés pour lesquels on n'a jamais pu faire la lumière. Et Sankara étant, on va dire, l'un des derniers, même si ça fait déjà 30 ans, il a été assassiné très jeune. Je pense que toute une jeunesse et une opinion publique africaine demandent à ce qu'il y ait la lumière qui soit faite sur son assassinat, sur les implications qui, effectivement, à mon sens, mêlent très clairement la France, la Côte d'Ivoire, un petit peu la Libye, le Libéria. Bon, il y a plusieurs thèses, il y a plusieurs éléments dans tout cela. Et le fait que Blaise Compaoré ait ouvert en fait un règne de 27 ans par ce crime fondateur, je pense que c'est aussi très important pour faire aussi tout le bilan de ces crimes qui ont émaillé le régime de Blaise Compaoré, qui sera toujours un élément de déstabilisation du Burkina Faso et de la sous-région, lui et quelques-uns de ses proches camarades. Donc il y a évidemment la nécessité, je pense, qu'il y ait la justice sur cette affaire. Je crois que le cas de Blaise Compaoré doit faire jurisprudence, on doit poursuivre tous les présidents africains qui sont arrivés par ce type de pratique, et on doit surtout poursuivre leurs commanditaires. Donc c'est un enjeu qui, à mon sens, c'est très important. Sans tomber dans la théorie de la conspiration haute, vous avez évoqué le fait qu'il y a... Bon, ce sont des militaires qui ont abattu Sankara, mais qui est-ce qui les a armés? Alors, effectivement, on a parlé du Houphouët-Boigny, qui est le voisin ivoirien qui n'aimait pas du tout ce qui se passait. Est-ce que ça, justement, c'est pas
C'est pas, si vous voulez, en quelque sorte, refaire l'assassinat de Kennedy avec des... Moi, je reste très ouvert sur ce qui va nous arriver comme élément. Il est clair qu'il n'y avait pas de Français, et encore, c'est pas tout à fait clair. En tout cas, sur le lieu même où il est mort, il n'y avait visiblement pas de Français, on le sait pratiquement. Bon, maintenant, un complot, c'est pas uniquement ceux qui tirent. C'est le problème de Kennedy, c'est ça. Et donc, il y a un environnement politique, donc qu'on a déjà expliqué, qui fait que, objectivement, pour les pays occidentaux, Sankara devait être supprimé. Pour tout ce qu'on a dit, c'est un exemple, une réussite, un grand dirigeant, et il déstabilise toute la région. Il les déstabilise du point de vue des pays occidentaux, pas du point de vue des peuples. Donc il y a tout ça. Aujourd'hui, il y a quand même quelques témoignages, et on est confronté, comme d'autres affaires, à la question du secret défense. Sur lesquels, vous voyez, bon, par exemple, là, il y a des interviews de l'ambassadeur en France. Aujourd'hui, que ce soit en France ou au Burkina, ça pousse. Ça pousse. Au Burkina, ils ont manifesté, ils se sont arrêtés à l'ambassade de France. C'est des choses qu'on ne fait jamais dans ce pays. Pour donner à l'ambassadeur de France un mémorandum sur l'assassinat de Sankara pour lui dire transmettez à la France, il faut lever le secret défense et Vous pensez qu'il y a aujourd'hui clairement des choses dans les archives françaises qui permettraient d'éclairer la mort de Thomas Sankara? Moi, je suis assez prudent. Laissez-nous les regarder et on fera notre travail. C'est un peu comme ça, et le juge fera le travail, et nous-mêmes. Et les journalistes auront des éléments. Il y a déjà des archives, il y a un des journalistes de RFI qu'on a fait émerger quelques-unes qui sont intéressantes, hein, mais qui sont pas celles du secret défense, dans lequel il dit d'ailleurs dans son travail qu'il a fait sur les archives que du côté des militaires, de la défense, parce que du côté des diplomates, on a des diplomates, donc on essaye d'arranger les choses. Il faut bien comprendre ce genre de choses. On a des archives diplomatiques, c'est pas des diplomates qui préparent les coups d'État, ce sont des diplomates. Par contre, c'est plutôt du côté des services secrets, etc. Donc c'est là qu'on verra quelque chose. Tant qu'on n'a pas ça, il n'est pas question de dire que la France n'est pas responsable, et tant qu'on n'a rien, on ne peut pas non plus dire qu'elle est responsable. On a fait une analyse politique, elle a intérêt à ce que Sankara soit éliminé. Maintenant, il faut qu'on laisse les gens travailler. Alors, l'enjeu pour moi, moi qui suis français, c'est notre histoire. J'ai découvert par ce biais la question du secret défense. Pour moi, c'est une grande découverte. Je m'intéressais vaguement. Je découvre que le secret défense, qui est censé être un instrument pour défendre la sûreté nationale, se retourne contre des victimes. C'est le cas de Madame Borrell, c'est le cas de Ben Barka, etc. Des gens, ou d'autres choses comme le camp de Tiaroy. Voilà, le Rwanda, absolument, dans lequel on empêche finalement de connaître la vérité. On est confronté à la bonne volonté, finalement, du ministère de la Défense, parce qu'il y a bien une commission qui se réunit pour dire on va ouvrir ça ou ça, mais c'est le ministère de la Défense. Il y a les journalistes de RFI qui ont été assassinés dans un contexte comme ça. Donc je découvre, et voilà un peu, il appartient, si vous voulez, on est en train, en France, les hommes politiques qui se succèdent écrivent ce qu'on appelle un roman national, avec roman entre guillemets. Il s'agit de construire une histoire de France qui va dans le sens, qui caresse tous les Français dans le sens du poil. La France a évidemment une histoire prestigieuse, mais elle a une histoire horrible. Elle a des périodes très noires de son histoire, que ça soit l'esclavage, la contribution à l'esclavage, qui a développé finalement une bonne partie de son développement, et aussi toute la colonisation. Toutes ces choses-là doivent être connues et sur les assassinats de la période post-indépendance, c'était clair. De Gaulle, il a dit à Foccart, on donne l'indépendance parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais on continue à diriger, pas à diriger, mais à contrôler les richesses de ce pays. C'est très clair, ça. Tout ça doit être enseigné à l'école. On ne doit pas tourner autour en venant de dire la colonisation, il y a du bon et du mauvais, etc. Non, on doit laisser les historiens travailler. Laisser les historiens travailler, ça veut dire ouvrir tout ce qu'on connaît, et qu'on ne se retranche pas derrière la sûreté nationale. Les assassins que ce soit de Ben Barka ou Madame Borrell, c'est pas la sûreté nationale, c'est des gens qui ont été assassinés dans des... c'est la vérité de notre histoire, c'est pas la sûreté nationale, c'est pas des périodes de guerre. Sur le Mali, c'est un peu différent, mais même... je veux dire, on n'a pas à mentir à des familles sous prétexte de défendre je sais quel homme de main de la France qui n'aurait peut-être pas payé la rançon dans sa intégralité. C'est inadmissible finalement pour un Français. C'est ça l'enjeu. Il y a un enjeu mémoriel français, lui, il a donné, de la même manière qu'il y a un enjeu mémoriel africain. Oui, absolument. Le peuple burkinabé doit pouvoir écrire son histoire. Je pense que dans ces archives classées secret défense, on trouvera des éléments qui confirmeront ou qui préciseront le mécanisme de pas mal de choses que l'on sait déjà. Donc l'implication de la France, de la Côte d'Ivoire et aussi de pays annexes qui avaient tous un intérêt à éliminer Sankara.
D'accord. Merci à tous les deux et on se retrouve une prochaine fois sur Merci à Mediapart. vous.